Juste avant la reprise, deux petites informations. Une première information, donc pour le déjeuner, n'oubliez pas d'aller prendre votre ticket si ce n'est pas fait. C'est 10 €. Voilà. Si vous n'avez pas la monnaie, on s'organisera, vous inquiétez pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'atelier poster a démarré. Et donc en salle formation, donc s'il y a quelques personnes qui veulent y participer ou y contribuer, n'hésitez pas à aller en salle de formation et puis de regarder comment ça se passe. Je ne te fais pas de la concurrence, mais c'est juste pour informer. Voilà. Donc je vais laisser la place à Alain qui va nous présenter Janus et puis ce qui est fait autour des satellites, justement avec les étudiants. Et dans la foulée, on aura la présentation de deux de ces projets. Donc ça finira la matinée. Donc bonjour, je suis Alain Gaborio du CNES et je suis responsable des projets CubeSat étudiants qui sont réalisés en France dans les écoles d'ingénieurs et les universités. Alors je vais commencer par vous parler un tout petit peu des nanosats et donc des CubeSats pour peut-être vous situer un peu ce qu'est cet objet spatial qui est un peu nouveau maintenant dans le paysage. Et après je vous présenterai Janus et l'ensemble des projets que nous avons mis en place et qui sont en cours de réalisation et les futurs que nous réaliserons dans les années qui viennent. Alors les satellites, on les classe par masse la plupart du temps. Donc il y a les gros, de 1,5 tonne à 10 tonnes, enfin ça donne des exemples. Après il y a les moyens. J'ai pris l'exemple de Pléiade, un satellite d'observation de la Terre que nous avons fait en France avec le CNES et Airbus. Les mini, donc par exemple on parlait des exoplanètes, donc typiquement c'est Corot, qui est un satellite qui a permis de découvrir des exoplanètes et de faire de la sismologie stellaire. Donc c'est à peu près une masse de 630 kg. Après on a les micros qui sont dans la gamme entre 50 et 200 kg. Là on a développé au CNES une filière qu'on a appelée Myriade. On en a fait un certain nombre maintenant, il y en a peut-être plus de 20 qui ont été mis en orbite de cette gamme-là. Le premier qu'on a réalisé s'appelle Déméter, qui faisait 130 kg. Et après on arrive donc dans la gamme des nanos, qui était une gamme un peu nouvelle, depuis, on va dire, une quinzaine d'années quand même maintenant. Donc c'est entre 1 kg et 50 kg. Les plus répandus maintenant sont 1 kg, ce qu'on appelle les CubeSat 1U, et les 3U, qui font à peu près 4 kg. Et maintenant même, on voit apparaître des picots. Alors c'est pas entre 0, on ne va pas mettre 0 en orbite, c'est quelques grammes, malgré tout. Et puis 1 kg, et donc on voit apparaître des petits satellites de 500 grammes, comme celui-ci, là, qui est un Pocket Cube, qui est fait par les Américains. Alors les CubeSats, donc c'est un nouvel objet. Au départ, c'est un outil pédagogique. Ça a été voulu comme outil pédagogique au sein des universités américaines, en particulier, pour former les futurs ingénieurs du spatial. Donc pour cela, il y a deux professeurs, enfin un professeur particulier qui s'appelle Robert Twiggs aux États-Unis, qui a inventé le standard CubeSat. Il s'est dit, je vais faire un petit satellite de 10 cm par 10 cm. Tout ça, c'est devenu possible. Pourquoi? Parce que l'électronique s'est miniaturisée à outrance, on va dire, et même la mécanique devenait plus petite. Donc on pouvait faire des petits satellites, on peut faire des petits satellites de l'ordre de 10 cm par 10 cm. Et aussi, ce qui a été très fort dans ce contexte, c'est qu'ils ont inventé aussi le moyen de le mettre en orbite, de le déployer en orbite. C'est-à-dire qu'il fallait le lancer, et on n'allait pas se payer une fusée qui coûte très très cher pour lancer ces petits CubeSats. Donc on les met en passagers, on va dire clandestins, sur des grosses fusées, et ils ont inventé ce que vous voyez, la boîte bleue là, un déployeur. Donc c'est une espèce de boîte à chaussures dans laquelle vous avez un ressort, on enfile les CubeSats à l'intérieur, ça comprime le ressort, on ferme la boîte, et cette boîte on la boulonne sur l'interface du lanceur, et quand le lanceur se trouve au bon endroit sur l'orbite, il y a un ordre électrique qui ouvre la porte, et à ce moment-là le ressort pousse le petit satellite sur son orbite. Donc ça, entre ce standard plus ce déployeur, c'est ce qui a permis de réaliser une grande quantité de CubeSat, et encore aujourd'hui bien sûr, dans le monde entier. Alors vous voyez par exemple, ça se décline 1U, 2U, 3U, 6U, 12U, et on pense que l'asymptote c'est 27U, c'est à peu près 30 cm, un peu plus de 30 cm au cube jusqu'à 50 kg. Donc on est voilà, dans la gamme des nanosatellites. Alors l'idée c'était de faire des développements courts, puisque l'idée c'est de mettre en orbite rapidement un satellite et le faire fonctionner, avec des coûts faibles. Pour ça, et évidemment, on l'a fait grâce à la miniaturisation des technologies, mais aussi en utilisant des composants sur étagère. On va dire, là, au lieu d'utiliser des composants
très spatialisés qui coûtent très cher. On s'est dit, là, on va mettre des composants moins robustes peut-être aux conditions du spatial, mais pourquoi pas les tenter et essayer de les faire fonctionner. Et en fait, on s'aperçoit que pour certains, ça marche bien. Donc ça coûte moins cher, c'est certain. Et le slogan un petit peu de ces petits satellites, c'est « Fly, learn and refly ». Donc l'idée, c'est de les faire voler rapidement, contrairement à ce qu'on fait dans le spatial classique, où quelquefois, ça nous prend 10, 15 ans, 20 ans, des fois, pour faire un satellite. Alors il marche quasiment à 100%, mais ça prend du temps. Là, l'idée, c'est je le fais voler rapidement, j'apprends et je refais voler. Donc ça, c'est très bien, notamment pour les étudiants, puisque ça peut faire un cycle assez réduit. On les utilise de plus en plus maintenant pour faire des démonstrations de technologies nouvelles. C'est un bon vecteur pour des nouvelles technologies qu'on n'osera pas mettre sur des satellites qui coûtent très cher. Et maintenant, on s'aperçoit qu'ils vont être utilisés pour faire de la science et même des applications. Alors, on s'aperçoit aussi que vu le coût de ces petits satellites, eh bien, il y a des acteurs du spatial, des utilisateurs potentiels du spatial qui arrivent maintenant, puisque ça devient moins cher, donc on a des nouveaux entrants pour utiliser le spatial, contrairement à tous ceux qu'on a par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Alors, la question, c'est la mise en orbite. Alors aujourd'hui, la mise en orbite, c'est des orbites basses, plutôt polaires, idéalement autour de 500 km, pour des raisons qu'il faut respecter, notamment en France, la loi des opérations spatiales, donc qui nous interdit de laisser un satellite en fin de vie plus de 25 ans. Donc en moins de 25 ans, il doit rentrer dans l'atmosphère. Donc ça oblige, en faisant les calculs, à trouver des orbites plutôt en dessous de 800 km. Pour des 3U, par exemple, typiquement, on ne dépassera pas 750 km. Les moyens de lancement, les moyens de lancement, c'est la plupart des lanceurs du monde entier, les Falcon, les Soyuz, les Dnieppe, les PSLV, on a vu tout à l'heure avec Pixat, on en verra d'autres tout à l'heure. Et puis, comme je le disais, en passager clandestin, mais on s'aperçoit que la station internationale, on le verra aussi avec XCubeSat, est un moyen de lancement des CubeSats de plus en plus utilisé dans le monde. Et il y a une société d'ailleurs qui s'est spécialisée pour embarquer des CubeSats et les larguer de la station internationale. Donc vous voyez en bleu, c'est tous les lanceurs américains. En vert, à lui tout seul, le PSLV représente, là c'est 10%, mais maintenant c'est davantage. Depuis, il faudrait réactualiser les planches tous les 6 mois avec les CubeSats. C'est un peu compliqué. Les Russes en rouge, et par contre l'Europe, on n'est pas très outillé pour ça. Il y a le lanceur Vega qui a pu lancer quelques CubeSats, mais de manière occasionnelle. Il n'y a pas une interface lanceur qui est prévue aujourd'hui pour systématiquement, à chaque tir de Vega, lancer des CubeSats. Ça viendra dans 2 ans. Ariane 5 ne sait pas lancer des CubeSats et le Soyuz peut en lancer moyennant une interface, une adaptation d'interface. Donc on n'est pas très bien équipé en Europe, mais ça va venir. Alors le piggyback, là, pour résumer, donc la boîte, on la met, alors on voit peut-être pas très bien, mais ça c'est ce que vous voyez là, c'est l'interface lanceur, et on voit les déployeurs sont mis verticalement, comme ça, il y en a 3 sur l'interface, donc ça décolle, et on voit les CubeSats qui sont éjectés là en orbite lorsque la porte s'ouvre. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a des déployeurs pour déployer au maximum des 3U, maintenant on voit apparaître des déployeurs pour déployer des 6U, des 12U, ça vient, il n'y en a pas beaucoup, mais ça commence à venir. Alors, ce qui est caractéristique, c'est que ça a généré quand même beaucoup de nouveautés dans le monde du spatial, ces petits satellites. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont créées pour fabriquer des micro-lanceurs. Donc, il y a des entreprises, il y en a eu peut-être une quinzaine. Alors, il y a déjà un gros cimetière où il y en a pas mal qui ne vivent plus parce que ce n'est pas évident. Mais on a vu qu'il y a... Alors l'idée, c'est de mettre en orbite des masses pas très élevées, mais pour des coûts assez faibles, parce que malgré tout, ça coûte cher. Lancer un CubeSat aujourd'hui, au kilo, ça coûte plus cher que de lancer un gros satellite. Un 3U, par exemple, ça coûte 250 000 € à peu près. Donc si vous le ramenez au prix du kilo, ça fait plus cher qu'un gros satellite. Donc c'est encore trop cher. Donc il faut trouver des moyens de lancement. Alors c'est pas cher en soi, mais c'est quand même trop cher. Donc là, avec la venue de nouveaux petits lanceurs, alors par exemple, il y a une société qui s'appelle Vector Space System, qui est une start-up issue des fondateurs de SpaceX, ce qui est assez récent, qui a mis au point un petit lanceur qui s'appelle Vector. Alors il y aura 2 catégories, il y en aura un qui va lancer 65 kg, l'autre un peu plus gros, à 400 km. Ils ont déjà fait un premier vol le 3 mai 2017, ça n'a pas été réussi, ça n'a pas été très haut, mais bon, ça démarre.
Et eux, ils ont un business plan, comme on dit dans le jargon, où ils voudraient lancer, enfin, ils imaginent faire plus de 100 lancements par an. Donc, ils imaginent un marché qui va se développer de manière importante. Alors, une autre société peut-être un peu plus robuste, là, Rocket Lab, qui est une société américaine et australienne, qui a développé le lanceur Electron, donc qui va aller un peu plus haut, 500 km, 150 kg. Donc, eux, ils ont fait 2 tirs, un en 2017 qui n'était pas trop bien réussi, enfin, ils n'ont pas été tout à fait en orbite. Mais le deuxième qu'ils ont fait récemment, là, le 20 janvier 2018, donc c'est très récent, ils ont quand même réussi à mettre 3 CubeSats en orbite, un de la société Planet et 2 de la société Spire, qui sont les principaux fabricants de CubeSats aux États-Unis. Hein. Et donc ça a fonctionné correctement. Donc là, on arrive à des solutions qui fonctionnent. Alors eux, ils ont un business plan plutôt de 50 lancements par an, ce qui semble un peu plus réaliste peut-être. Et alors ils ont inventé le Blablacar du spatial, c'est-à-dire que vous pouvez aller sur un site web, vous cliquez, vous réservez une place avec d'autres collègues là, avec l'interface que vous voyez là, et puis vous commencez à payer une partie de votre lancement, et puis comme ça ils remplissent leur lanceur, c'est rempli je crois que jusqu'en fin 2019, début 2020, et donc en même temps ça leur fait une certaine trésorerie qui leur rentre pour pouvoir améliorer leur système. C'est les prix que je vous ai indiqués, par exemple, pour un triple CubeSat, c'est marqué là sur, on ne le voit pas très bien, mais c'est 240 000 $ ou 260 000 $. Pour un simple CubeSat, c'est 90 000 $. Enfin voilà, c'est les prix. Ils se sont mis sur le marché au même prix. Il faudrait que ça baisse, mais comme tout le monde est à peu près sur le même prix, et que tout le monde paye, donc puisqu'il faut lancer les CubeSats. Par contre, un 12U, par exemple, ça coûte 1 million $. Et là, c'est là qu'on commence à avoir un 12U, on va dire, c'est 25 kg, ça fait 1 million $, ça commence à faire gros. Un 6U, ça va être 500 000 $ à peu près, quoi. 5 à 600 000 $. Donc, il faut faire attention quand on fait des CubeSats, au bout d'un moment, les faire grossir, c'est bien, mais le coût du lancement devient quand même encore cher. Hein. Et là, il faut trouver l'argent. Alors, juste pour vous donner une idée un petit peu de la croissance, alors vous voyez, cette courbe, je la réactualise parce que maintenant, on a les chiffres pour 2017. Vous voyez un peu l'augmentation assez importante. Alors, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a l'impression qu'en 2020, 2021, 2022, il n'y a rien, mais c'est normal parce que la durée de développement, c'est 2-3 ans. Donc les projets, ils n'existent pas encore. Donc l'année prochaine, on verra les courbes qui vont monter au fur et à mesure que les années passent. Donc ça, c'est aussi, ça prouve bien que l'intérêt d'aller assez vite à faire des CubeSats. Alors on voit que dans le monde, c'est les Américains. L'Europe n'est pas négligeable, elle est à peu près à 25% des CubeSats lancés, enfin fabriqués. Alors là, c'est intéressant, on voit que les 1U sont toujours en grande majorité, c'est la première courbe au-dessus, là, vert et bleu. Et là, on voit que maintenant, ce qui se développe de plus en plus dans le monde, ce sont des 3U. Le 6U arrive et le 12U, pas encore. Donc vous voyez que ça va assez progressivement. Moi, je croyais qu'en un an, on allait voir une progression plus importante. Non. En fait, on fait toujours un effort sur la miniaturisation. Et donc, du coup, on investit beaucoup sur la miniaturisation. Donc, pourquoi faire plus gros? Ça coûte plus cher à lancer. Donc, on continue dans le même état d'esprit. On s'aperçoit aussi qu'en termes d'organismes qui font des CubeSats, maintenant, les entreprises sont passées devant. Notamment avec la société Planet aux États-Unis qui a lancé plus de 300 CubeSats pour faire de l'observation de la Terre. Sachant qu'avant, c'était plus les universités et les écoles. Ils sont au 2e rang quand même. Après, il y a les agences spatiales qui s'y investissent plus ou moins. Notamment aux États-Unis, oui. La NASA s'investit beaucoup dans les CubeSats. On veut dire qu'en France, pas beaucoup. Très peu. Ça, c'est le nombre de CubeSats qui ont été lancés, qui fonctionnent encore. Et en gris, il y en a plus de 200 maintenant qui sont rentrés dans l'atmosphère. Donc on voit bien que le cycle fonctionne bien. On met des débris, mais on n'en met pas tant que ça. Hein, ça rentre. C'est ça qu'on nous reprochait ça au début, les CubeSats. Oui, vous allez faire des débris, c'est vrai, mais pas tant que ça. Et ils rentrent quand même dans l'atmosphère du fait qu'on les met en orbite basse. Voilà, alors donc, vu tout ça, en France, on n'avait rien fait jusqu'à quelques années. Donc l'idée, c'était de créer au CNES un projet qu'on a appelé Janus, hein, qui permet aux jeunes, dans les écoles d'ingénieurs et les universités, de faire des CubeSats en termes d'apprentissage du métier d'ingénieur. Voilà, donc moi je suis responsable du projet, donc si vous avez besoin de contacts, il ne faut pas hésiter. Hein, voilà. Alors, juste un tout petit peu d'historique. Hein. Donc, entre 2005 et 2011, vous allez voir qu'on n'a pas fait grand-chose, alors que les Américains, ils étaient en plein boom là-dedans.
Donc on a fait un premier CubeSat dont Christophe a parlé tout à l'heure, qui s'appelait Robusta, de l'Université de Montpellier. Il a été lancé par le Vega, le premier tir de Vega d'ailleurs, en février 2012. Malheureusement, il n'a pas fonctionné en vol. Donc le spatial, c'est pas toujours facile à faire. Ça a été un problème, on va dire, d'alimentation électrique. Les panneaux solaires n'ont pas bien alimenté le satellite et du coup, il n'a pas marché. Malheureusement, mais Montpellier a persévéré. Vous verrez tout à l'heure qu'ils ont réussi leur deuxième coup. Le satellite est rentré dans l'atmosphère en janvier 2015, donc pareil, pas de débris, tout va bien. Et 150 étudiants à peu près ont travaillé sur ce projet. Donc ça a fédéré beaucoup d'étudiants à l'Université de Montpellier et autour, à l'IUT de Nîmes aussi, pour travailler sur ce projet. Donc c'était un 1U. Il y a eu une coopération avec la Russie. Pareil, donc les Russes ont fait, alors c'est pas un CubeSat, hein, les Russes ils font toujours un peu plus gros. Donc ils ont fait un satellite qui s'appelle Baumanet 2, donc c'est l'université de Bauman à Moscou. Ça a été une volonté de la ministre française de l'époque et de Valérie Pécresse et de son homologue russe de faire une coopération entre universités russes et françaises pour faire du spatial. Donc côté russe, Bauman faisait un petit satellite, on va dire, 60 kg, 80 même maintenant, oui, je crois qu'il a fait. Et il fallait trouver en France une université pour contribuer à ce satellite. Donc finalement, il y avait que Montpellier qui avait fait quelque chose. Et donc on a pris la charge utile, l'instrument qui était sur Robusta, et on l'a conditionné mécaniquement, électriquement, pour pouvoir l'intégrer sur le petit satellite russe. Alors, il devait être lancé en 2012, en 2013, en 2014, et puis on n'avait plus de nouvelles. Puis un jour, on a appris que le 28 novembre 2017, il a été lancé par un Soyouz, et malheureusement, ce Soyouz, eh bien, il a été à la baille. Ça a été dans la presse, on a vu. Malheureusement, il avait je ne sais pas combien, 17 satellites, il est tombé, était à la baille. Donc on ne peut pas savoir si ça pourra marcher ou pas, mais bon, c'est un échec au lancement. Comme quoi, il n'y a pas que les satellites qui ne fonctionnent pas, il y a aussi des fois les fusées. On a fait aussi une coopération avec l'Inde, c'est l'université de Paris Diderot qui a contribué avec les Indiens, l'université technologique de Bombay. Ils ont fait un petit satellite, alors c'est pas un CubeSat non plus, il faisait 20 cm au cube à peu près. Et là, l'idée, c'était pas faire du bord, mais c'était d'avoir une station de réception, VHF, pour récupérer le signal qui traverse l'atmosphère pour étudier le taux électronique complet de la ionosphère. Alors, malheureusement, il a été lancé, enfin, heureusement, il a été lancé, on va dire, puisque ça, c'est déjà c'est déjà un bon point, en septembre 2016, et on n'a reçu aucun signal. Bon, alors, donc là, une fois, ouais, mais bon, un bip, quoi. Ouais, on n'a pas reçu vraiment un signal qui aurait pu permettre d'étudier le satellite. Ouais. Voilà, donc à chaque fois, quand même, il y a eu des étudiants qui ont travaillé. Et alors du coup, vu que c'était un petit peu au cas par cas, on a voulu au CNES créer un projet un petit peu plus fédérateur, qu'on a appelé Janus, hein, qui a permis de fédérer beaucoup plus d'activités au sein des universités et des écoles. Donc la première réflexe, ça a été de voir Montpellier, et de dire, bon, il y a eu un échec, c'est pas grave, on fait un deuxième, on y va, le CNES, on va vous soutenir pour faire le deuxième. Donc c'est ce qui a été fait. Puis après, j'ai contacté un certain nombre de... Alors il y a eu le projet QB50, si vous avez entendu parler, donc c'est un projet belge où il y a eu 50 CubeSats, je pense qu'il y a beaucoup de radioamateurs qui ont dû récupérer des données de ces CubeSats. Et là, il y a eu 4, au départ il y avait 5 établissements d'enseignement supérieur qui avaient postulé pour faire des CubeSats. Donc il y a eu l'école polytechnique, l'école des mines, Supaéro et Paris-Est Créteil. Donc le CNES, on a fait une lettre de soutien, comme quoi si le VKI, le Von Karman Institute, retenait ces propositions, eh bien nous, on soutiendrait la réalisation de ces CubeSats. Ce qui a été fait pour ces 4-là. Le 5e, c'était l'université de Picardie, mais qui finalement n'a pas trop joué le jeu avec les étudiants. Ils ont embauché des ingénieurs, ils ont acheté un CubeSat chez ClySpace, je crois, en Écosse. Puis du coup, il n'a pas volé, quoi. Donc, bon, c'est les aléas, hein, c'est pas facile. Hein. Voilà, et puis après, j'ai contacté d'autres écoles, d'autres universités, on a construit comme ça Janus. Alors, Janus, hein, il y a 2 objectifs, j'allais assez vite, parce que je pense que je vais avoir mon temps qui va s'écouler. C'est promouvoir les activités auprès des étudiants, en leur faisant développer un système complet. Donc, avec des nanosatellites, des charges utiles et des segments sol, donc avec des stations sol. Au départ, la plupart dans les bandes VHF, UHF, mais pourquoi pas aller dans les bandes 2 GHz, 8 GHz, qui sont les bandes qu'on utilise classiquement dans le spatial.
et de mettre un centre de contrôle, un centre de mission, enfin un vrai système spatial. Et deuxième objectif majeur, c'était de proposer de valider en orbite des nouvelles technologies. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, 5 minutes. Bon, je vais aller vite. Voilà, alors l'organisation au niveau des universités, on a essayé de créer au sein des universités ce qu'on appelait des centres spatiaux universitaires. Pourquoi? Parce que ces projets sont des projets qui durent un peu plus qu'une année et on a besoin d'encadrants, on a besoin de fédérer un peu les activités et que les étudiants puissent se retrouver dans des endroits et aussi encadrés pour faire ces projets-là. Donc on a créé ce qu'on appelle ces centres spatiaux universitaires. On leur a demandé aussi de s'associer avec des labos scientifiques et des industriels. Et donc ce fonctionnement tripartite qu'on a toujours un peu de mal à faire fonctionner entre l'enseignement, les laboratoires scientifiques et l'industrie, on essaye de le faire fonctionner et je crois que ça ne fonctionne pas si mal. Voilà, et là vous allez voir donc en France, là vous avez une carte où vous avez donc le CSU de Montpellier, donc, qui était le premier qui a été créé. Après le CSU de Toulouse groupe toutes les écoles, enfin une grande partie des écoles d'ingénieurs de Toulouse plus l'université toulousaine, Paul Sabatier, le CSU de Grenoble. Dans la région parisienne, vous voyez qu'il y a le Centre spatial étudiant de l'X Astronautics, il y a Curisat de l'UPMC, vous aurez une présentation tout à l'heure, il y a l'UPEC, ils ne sont pas tous des noms encore, mais ça va venir. Il y a les mines de Paris, genre je ne sais pas, peut-être ils ne vont pas continuer, ils en ont fait un, donc je ne sais pas s'ils vont continuer. Paris d'Hydro, donc Anna en parlera. L'ENSTAD Bretagne nous a rejoint, mais simplement pour faire des charges utiles, ils ne veulent pas forcément faire autre chose. Et puis il y a un peu dans le nord une école d'ingénieurs qui s'appelle ELISA Saint-Quentin avec l'université de Lille. Pour le moment, ça ne démarre pas très fort. Enfin, il y a bientôt Centrale Supélec qui va nous rejoindre, l'université de Nice et certainement l'ensemble universitaire et école d'ingénieurs de Bordeaux. Après, on arrête, il y en a assez. Voilà, donc les premiers CubeSats en orbite. Hein. Alors voilà, donc Gérard, malheureusement, qui nous a quittés, qui a été un des grands, disons, un ingénieur qui a su motiver tous les étudiants, et sans lui, je pense que ces deux CubeSats n'auraient jamais été en orbite, il faut le reconnaître. Donc on le voit là avec les deux CubeSats, celui de l'X et celui des mines, quand il les a livrés chez ISIS en Hollande pour les mettre dans les racks qui auront été après envoyés dans la station internationale. Voilà. Et donc il a fait un segment sol, donc il y a une station, l'école polytechnique, et une station VHF, UHF et un centre de contrôle qui permet donc de pouvoir communiquer. Alors on a des petits problèmes de communication montants, on reçoit bien les données, mais on n'arrive pas à... Bon, il va falloir trouver une solution, hein, c'est pas une science exacte. Hein. Donc ces CubeSats ont été lancés en avril 2017 et ils ont été largués dans l'espace en mai 2017. Donc vous voyez à droite, c'est une photo qui a été prise de la station internationale. Donc vous voyez en bas là le petit CubeSat alors celui-là c'est je crois que c'est le X-Cube, non le Space Cube celui-là. Donc voilà, ils sont largués et ils ont été trois comme ça à être largués en même temps. Bon, donc il y a celui de Montpellier évidemment, pareil, ils ont fait une station sol VHF UHF. Je pense que tu en parleras mieux que moi puisque toi tu es le spécialiste segment sol, avec un centre de contrôle et des grands écrans là où on voit régulièrement les passages, les données qui descendent et la position de l'orbite. Donc lui, il a été lancé par un PSLV en juin 2017. Donc en 2017, on en a lancé 3 quand même, c'est pas mal. Et il fonctionne comme une petite horloge là en ce moment, ce satellite, donc tout va bien. Voilà. Ça, ce sont les satellites qui sont en cours de réalisation au sein des écoles et universités. Donc ces satellites sont dans des phases de réalisation maintenant et ils sont financés par le CNES, enfin cofinancés par le CNES. Donc là on a mis l'argent pour le faire. Donc ceux-là, ils iront en orbite. Donc j'ai mis les dates entre 2018, celui de Super Héros il va certainement voler en octobre 2018, il sera monté par la station internationale. Alors, il y en a un peu particulier, c'est ISAT qui est fait, c'est un projet pilote qu'on a fait au CNES avec des étudiants en stage. Donc l'université, l'école, c'est le CNES, avec un peu plus de moyens peut-être puisqu'on a des ingénieurs un peu dans tous les domaines. Donc c'est un projet pilote. Et après, donc, il y a celui de l'UPEC qui vous sera présenté. Non, il ne sera pas présenté celui-là. Paris d'Hydro sera présenté. Il y a Aix-Marseille et il y a Montpellier qui fait un 3U qui sera lancé certainement peut-être fin 2019, début 2020. On verra en fonction du planning. Après, on en a d'autres qui sont. Alors oui, le projet ISAT, c'est un projet d'astronomie. C'est un petit télescope. C'est un petit télescope qui permettra d'observer les étoiles et la lumière zodiacale. Donc il est bourré de technologie, hein, c'est un vrai satellite 3 axes, pointé 3 axes, assez précis. Et donc on va le lancer dans la fourchette octobre 2018, mars 2019.
On est en train de négocier le contrat de lancement avec Ariane Espace, enfin Ariane Group. Et là, vous avez ceux qui sont en cours d'études, dont Météorix, qui vous sera présenté peut-être par Dimitri. On voit qu'il y en a quelques-uns à Toulouse. Il y en a un à l'école polytechnique qui s'appelle Ionsat. Voilà. Donc, alors les dates, c'est des dates approximatives. Hein. Il y a peut-être des dates qui ne sont pas tout à fait justes encore, mais voilà. Bon, je vais passer. On a fait beaucoup de bilans, on a fait beaucoup de développements technologiques qui ont permis de faire évoluer des vrais produits, qui sont d'ailleurs vendus maintenant par des entreprises dans le monde entier. Donc ça, c'est important. On fait nos panneaux solaires. Hein. Les panneaux solaires, on les fait. C'est des étudiants qui ont mis au point une procédure, on les fabrique. Donc ceux qui en ont envie, ben, on fait les panneaux solaires. Donc ça, ça marche. Voilà, donc je vais passer assez vite. Alors oui, quand même, il y a eu des startups qui se sont créées. Ça, c'est intéressant de le noter, hein, depuis qu'on a fait ce projet. Anywave, c'est une startup qui fait des antennes pour communiquer en bande, dans toutes les bandes, mais particulièrement en bande S et en bande X. Thrust Me Exotrace, ce sont des startups qui font de la propulsion, à mettre de la propulsion bientôt électrique, hein, sur ces satellites. Odysseus, c'est une startup issue de gens de France et de Hollande d'ailleurs, qui se trouvent à Taïwan, qui font du service pour aider à faire des CubeSats. Et récemment, il y a une start-up à Toulouse qui s'est lancée, qui s'appelle USpace, qui fera pour des besoins clients des CubeSats, 3U, 6U. Donc voilà, donc le bilan, bon ça je vais passer, mais le bilan université, c'est que là, depuis le début, on a formé, il y a eu plus de 1000 étudiants en gros, hein, qui directement ont travaillé sur ces projets-là, et peut-être autant en collatéral, qui ont profité de ces projets pour apprendre un peu le spatial. Aussi des encadrants, 150 professeurs, ingénieurs, techniciens, qui permettent maintenant d'encadrer tous ces projets. Et bon, bah, le bénéfice, on l'a vu, hein, apprentissage concret du métier de l'ingénieur. La plupart ont pu trouver quand même du boulot assez rapidement grâce à leur CV, hein, ça a été vérifié. Et puis, il y en a qui ont continué à faire des thèses parce que passion un peu du spatial. Et donc, on a créé une grosse dynamique là-dessus. Voilà. Et en ce qui concerne aujourd'hui le VHF, UHF, hein, la majorité des CubeSats que je vous ai présentés sont dans ces bandes-là, donc bandes radio amateurs. Il y en a quelques-uns qui sont 2 gigas, 8 gigas, mais il y en a très peu, et ça viendra dans le futur. Donc il y a encore pas mal de réceptions à faire et d'émissions pour les radioamateurs avec ces CubeSats. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu long. Non, merci Alain, c'est super. Juste un point aussi, c'est qu'au travers des projets qu'on fait avec toi, qu'on a suivis, c'est autant d'étudiants qui ont entendu parler, ou voire pour certains qui ont passé leur licence radioamateur. Donc c'est vraiment un vecteur de diffusion de l'activité radioamateur au sein de l'université. Merci.